Bonsoir à tous. Ce soir, je vais vous parler de Git. Donc, première question, qui n'a jamais fait de Git ici? Personne? Ah si? Ah, bah désolé, ça va être un peu compliqué alors. L'idée, en fait, c'est donc justement de rentrer un peu dans les entrailles de Git. Je vous préviens, c'est que du shell. Hein, donc, j'ai aucun slide, j'ai aucun truc, je vais juste enchaîner du shell. Donc, vous allez voir un peu l'idée. Donc, ça va être de rentrer dans les entrailles de Git, donc voir comment Git fonctionne en interne. Justement, je vais vous montrer à quel point c'est simple. C'est vraiment basé sur un système très très simple. Et on va pouvoir découvrir ensemble. Et ensuite, on va pouvoir même en fait faire un commit Git sans taper la moindre commande Git. Pour vous montrer à quel point c'est facile. Bon, bah allons-y. Bon, d'abord une petite introduction. Donc voilà, comment entrer dans les entrailles de Git, etc. Avec le super hashtag et tout le tintouin. Je vais d'abord démarrer en faisant un petit repo, tout bête. Hop, allons-y. Donc maintenant j'ai mon petit repo. Dedans, si on regarde, on a tout simplement un commit. Et ce commit, dedans, on a 3 fichiers. Le fichier devox, et après on a 2 fichiers, donc hello-world.txt et empty.txt, qui sont dans un dossier folder. Ce commit a été fait à l'instant, donc à 18h55 précise, le 21 avril, par moi-même. Et donc voilà, donc si on regarde un petit peu maintenant le contenu de nos fichiers, donc si on regarde le fichier devox.txt, dedans on a Devox France 2016 et un retour chariot. Oui, je fais tout avec des 4-A, juste pour vous prévenir, pour la simple et bonne raison, pour voir tous les caractères non imprimables, puisqu'on va voir qu'on va en avoir. Donc là, je vous montre bien, hein, j'ai Devox France 2016, retour chariot. Si je regarde dans le fichier helloworld.txt, bizarrement, il y a marqué helloworld, point d'exclamation, retour chariot. Et le fichier empty.txt, lui, il est vide de chez vide. Il n'y a absolument rien. Il fait vraiment 0 octet. Donc il n'y a même pas un retour chariot dedans. Si mon point d'entrée pour rentrer dans le repo Git, c'est le head. Le head, si je regarde un petit peu dans mon dossier Git, j'ai tout simplement un fichier qui s'appelle head. Donc on va voir un peu ce qu'il y a dedans. Si je regarde ce qu'il y a dedans, voilà, c'est un simple fichier texte dans lequel il y a écrit ref 2 points, puis refs, heads, master et un retour chariot. Alors après, je regarde un peu plus. Alors, allez, je le sentais venir ce coup-là. Alors en fait, je vous ai menti, il y a des images. Si elles s'affichent, et évidemment elles ne s'affichent pas. Non, elles ne veulent pas s'afficher. Voilà, il y a une image. Donc on se retrouve avec un head. Donc notre head là, ici, voilà, c'est une référence et qui pointe vers refs head master. Donc, qu'est-ce que c'est que ce refs head master? Si on regarde dans le dossier .git, en fait, on va trouver un dossier refs dans lequel il y a un dossier heads et dans lequel il y a un fichier master. Donc on va regarder ce qu'on a dedans. Dedans, on a un C30, blablabla, blablabla, et retour chariot. Donc ça, tout simplement, dommage, c'est sorti, mais normalement, c'était tout simplement le fameux SHA-1 de notre commit. Donc ça, vous avez déjà manipulé Git, vous savez que les commits sont identifiés par des SHA-1. Donc là, on trouve le SHA-1 de notre commit. Donc, tout simplement, ah si, ça marche maintenant, c'est du bon côté. Donc, si on a notre head qui pointe vers refs headmaster, lui-même étant un simple fichier texte, qui possède le SHA-1 du commit qu'il référence. Maintenant, si je cherche dans mon dossier .git, je peux chercher un fichier qui s'appelle 1C30, etc. J'en trouve pas. Pour la simple et bonne raison que c'est stocké de manière un peu différente. Au lieu d'être directement un fichier 1C30, c'est en fait un fichier 30, etc. dans un dossier 1C à l'intérieur du dossier object. Donc on le trouve ici. Pour la simple et bonne raison, c'est que ça permet de splitter en plusieurs dossiers et éviter d'avoir les problématiques, de dépasser le nombre de fichiers autorisés pour un dossier. Donc si on regarde ce fichier, on a un joli charabia. Alors là encore, on a du charabia presque lisible parce que je fais un 4-A.
mais sinon, j'aurais vraiment du binaire qui s'affiche, c'est pas joli. Pour la simple et bonne raison, tout simplement, que Git est un minimum intelligent et donc cherche à faire de l'optimisation de place. Donc, c'est pas stocké directement en clair, c'est stocké en compressé, compressé avec zlib. Donc, du coup, pour pouvoir voir un peu le contenu, j'ai rajouté un petit truc zlib uncompress. Alors, il n'y a pas en fait de ligne de commande pour faire du zlib. Alors là, c'est juste un petit script Python qui décompresse à la volée le stdin. Et donc si on le regarde un petit peu, bah là on trouve quelque chose de beaucoup plus lisible. Donc on a un en-tête, là, commit, ça c'est logique, hein, finalement. Ensuite on a un espace, et là on a un 207. Bon, on verra plus tard ce que c'est. Pour l'instant, on va se dire, voilà, c'est un chiffre, c'est quelque chose. Après on a un caractère nul, d'où l'intérêt de faire un 4-A. Et après on a tri, espace, un joli SHA-1, parce que je reconnais bien un SHA-1 là. Après, on a un retour chariot, et on a auteur, puis bah, c'est moi, avec un timestamp, et même une timezone. Un retour chariot de nouveau, ensuite le committeur, bon là il s'avère que committeur égale auteur, donc c'est le même, mais dans la vraie vie, on pourrait avoir des cas où ça diffère. Après, on a une ligne vide, puis ensuite j'ai mon message de commit, qui pourrait être sur plusieurs lignes. Là, dans ce cas-là, j'ai un message de commit sur une seule ligne, mais on pourra avoir toutes les lignes qu'il faut. Donc en fait, finalement, voilà, un commit, c'est finalement rien de plus que ça. C'est tout simplement une référence vers le tree avec son SHA-1, puis ensuite l'auteur, le committeur, et après le message de commit, le tout intercalé avec une ligne vide. Après, on compresse ça avec zlib et on met ça dans un fichier. Mais c'est vraiment juste du texte en clair, ni plus ni moins. Hop. Si jamais on va chercher maintenant notre arbre, donc là de tree qui est DE4E, si on regarde, pareil, bah là je le décompresse tout de suite avec zlib puisque je sais que ça va être compressé, etc. Bon, il y a toujours un peu des trucs en charabia, mais déjà on retrouve tree. Bon, c'est logique, c'est un tree. Encore un nombre, allons savoir ce que c'est. Le caractère nul. Et après, on a 10 644. OK. On a le nom du fichier devox.txt. Ensuite, on a un caractère nul et puis un joli charabia jusqu'à ce qu'on arrive à 4000 et folder. Puis ensuite, caractère nul et de nouveau du charabia. En fait, tout simplement parce que dans le cadre des tris, ce charabia, c'est tout simplement du binaire. Donc si on prend justement juste les caractères là qui nous intéressent, donc à partir du 26 et sur 20 caractères, on trouve 96, 17, etc. Donc on trouve pile poil 40 caractères hexadécimaux. Bon, bah, c'est un SHA-1 encore une fois. Si je regarde pour à partir du 59 et pour les 20 caractères, donc toute la fin, j'ai de nouveau un SHA-1. Alors si on remonte un petit peu là, qu'est-ce que c'est que ce 100 644 et que ce 040, enfin ce 40 et 000? En fait, tout simplement, c'est le mode des fichiers. 100, si vous regardez, si vous faites un man2 stat, c'est tout simplement un fichier normal. C'est un fichier normal, voilà. 40, c'est un dossier. Après, 644, c'est tout simplement les permissions. Bon, il faut savoir que Git ne permet que 644 ou 755. Et là, 000, parce que pour un dossier, on s'en fiche complètement des permissions. Vous auriez pu avoir d'autres choses, genre 120 pour un lien symbolique, ou 160 pour un sous-module. C'est les seules choses, a priori, qui sont autorisées dans Git, en termes de type de fichier. Donc voilà. Si je regarde ensuite, maintenant, mon deuxième tree, non, pardon, oula, je me mélange. Donc si j'essaye de faire en fait une petite fonction décode qui n'existe pas en vrai, hein, si mon objet tree, finalement, hein, ce serait en gros ça, tree 71, le mode, après le SHA-1, le mode, le nom du dossier, et encore un SHA-1. Si je regarde le SHA-1 de si je regarde le fichier représenté par mon tree folder, hop, je le décode tout de suite aussi, hein, et j'ai de nouveau tree, et là cette fois, j'ai 100 644, j'ai mon fichier hello world, avec le SHA-1 de mon fichier hello world, 100 644 empty, et le SHA-1 de mon fichier empty. Donc je me retrouve à voir mon truc qui marche plus. Ah, ça va un peu vite.
Voilà. Donc je me retrouve voilà, à avoir mon head, mon master, mon commit et mes deux objets tree. Maintenant, si j'essaie de regarder à l'intérieur de mes blobs qui sont référencés, hein, donc on a ici, toc toc toc, je les ai là, voilà. Donc j'ai mon devox.txt qui est là, donc mon SHA-1 qui est ici, donc c'est celui que je regarde. Oh, c'est pas drôle. Donc si je regarde dedans, j'ai blob 19, caractère nul, et cette fois Devox France 2016. Donc pile poil le contenu de mon fichier. Si je regarde pour le SHA-1 de Hello World, je retrouve blob 13, caractère nul, Hello World. Et si je regarde pour le fichier vide, ben, j'ai tout simplement blob 0 et caractère nul. Là maintenant, on peut essayer un peu de se comprendre qu'est-ce que c'est que ce fameux chiffre qu'on a, enfin nombre qu'on a à chaque fois après blob, tree ou commit. Ben là, puisqu'on a justement un fichier qui est complètement vide, on a 0. Si on regarde Hello World, H-E-L-L-O, espace, W-O-R-L-D, point d'exclamation, retour chariot. 13. Bon, après, vous pouvez vous amuser à le faire pour Devox. Hein. Devox France 2016, ça fait 19 caractères. Donc en fait, c'est tout simplement la taille. Donc, on a tout simplement la taille. Bon, c'est pas drôle. Donc on se retrouve à avoir tous nos objets. Donc là, j'ai représenté tous les objets que j'ai dans mon repo Git, qui sont finalement des simples fichiers texte. Donc en gros, si on regarde, voilà, un blob, ce n'est rien de plus qu'un fichier texte compressé avec zlib dans lequel on a blob, l'entête, espace, la taille du blob, caractère nul, puis ensuite le contenu du blob. Pour un tree, on a tout simplement tree, la taille, caractère nul, puis après on a une succession de mode, espace, le nom du fichier ou du dossier, et ensuite le SHA-1 de ce blob ou de cet objet tree. Et après, pour un commit, on a commit, espace, caractère nul, tree, de nouveau espace, puis le SHA-1 du tree. Après, bah là vous me croyez sur parole, mais j'ai pas fait avec plusieurs commits, mais normalement vous avez des lignes avec les différents parents de votre commit. Après vous avez l'auteur, le committeur, et enfin le message de commit. Une référence, c'est tout simplement un fichier texte qui contient le SHA-1 du commit vers lequel il pointe. Et le head, c'est tout simplement une référence vers la référence qui pointe vers notre commit. Dans le cas normal. Donc maintenant, à notre tour. Donc on va tout nettoyer, on va recommencer. Donc je vide complètement mon repo. Hein. Voilà, il est vide. Pour vous le prouver, j'ai plus rien. Si je regarde, j'ai plus de graphe. J'ai plus rien, vraiment. Je repars de zéro. Donc je vais d'abord créer mon premier blob. Donc je vais tout simplement créer, voilà, la chaîne de caractères Devox France 2016, retour chariot. Donc ça, c'est mon blob. Maintenant, je vais créer l'entête. Donc ça va être blob, espace, la taille de mon blob, donc 19 dans ce cas-là, puis après, je vais le concaténer avec le contenu de mon blob. Donc voilà, hein, j'ai tout simplement, je calcule la taille en octets de mon blob, et je concatène tout ça, et ça me donne blob 19, caractère nul, Devox France 2016. Ensuite, bah, je vais calculer son SHA-1. Alors il faut savoir justement, donc, contrairement à ce qu'on peut s'imaginer, le SHA-1 est calculé en tête compris. Ce n'est pas juste Devox France 2016 dont on prend le SHA-1, c'est tout blob 19, caractère nul, Devox France 2016. Donc je prends ce SHA-1, ensuite bah, je vais créer un dossier avec les deux premiers caractères et je vais stocker mon objet Git dans le fichier avec les 38 autres caractères. Je vais faire la même chose avec le Hello World. Et je vais enfin faire la même chose avec mon fichier empty, enfin, avec mon blob vide. Alors il faut savoir que si vous faites exactement la même chose, hein, pour information, le CD 08 755, je le connais par cœur, parce que c'est toujours le même fichier que je fais en formation. Donc celui-là, je le connais par cœur, c'est toujours Hello World. CD 08 755, ce sera toujours ce contenu-là. Donc si vous faites la même chose chez vous après,
ce sera les mêmes. Si vous vous amusez à faire ça. Donc, j'ai créé mes blobs, donc le Hello World, le vide et le Devoxx France 2016. Maintenant, par-dessus tout ça, il faut que je crée mes tris. Donc, je vais d'abord créer mon objet tree folder, dans lequel j'ai mon fichier empty et Hello World. Donc, c'est tout simplement le mode, le fichier, ensuite après le blob, enfin le SHA-1 pardon, de mon fichier, mais au format binaire. Et après, j'enchaîne de nouveau avec mon autre fichier et son blob. Ce qui me donne ça. Voilà. Bon, là, j'ai pas fait le décode, hein, mais voilà. Ensuite, on va le préfixer par l'entête qui va bien, donc tree plus la taille. Et enfin, on va stocker on va calculer le SHA-1, puis on va stocker tout ça dans le fichier qui va bien. Voilà, j'ai créé mon tree. Je vais faire la même chose pour mon tree parent. Maintenant que j'ai calculé mon SHA-1, le SHA-1 de mon tree ici, je vais pouvoir tout concaténer et ça va marcher. Je le mets dans le fichier qui va bien, etc. Ce qui me donne, du coup, ça. Je me retrouve avec mes 2 objets tree et mes 3 objets blob. Donc voilà ce que j'ai stocké dans mon objet Git. Je viens de faire un git add. Voilà. Grosso modo. Ça aurait été compliqué quand même. Maintenant, on va faire notre commit. Alors le commit, on va calculer la date, puisqu'il faut sous le format timestamp. Personnellement, je ne parle pas le timestamp de manière naturelle. Donc je vais prendre le 21 avril 2016 à 18h55, UTC plus 2. Et donc ça va me donner mon timestamp. Donc voilà. Maintenant, je vais pouvoir dire que mon commit, le contenu de mon commit, c'est le tree route. Après, l'auteur, c'est moi, avec mon adresse email, fait à la date que je viens de calculer, que le committeur, c'est toujours moi, toujours à la même date, et qu'après, mon message de commit, c'était first commit. Donc voilà mon contenu. Je vais encore une fois le préfixer tout simplement par commit, puis la taille de mon contenu. Hop. Et je vais calculer le SHA-1. Ce qui est bien, c'est qu'on retrouve le 1C30. On a de la chance. Ensuite, je le stocke dans le fichier qui va bien. Et voilà, j'ai créé mon commit. Je viens de faire un git commit maintenant par-dessus mon add de tout à l'heure. Donc je me retrouve avec ça. Donc j'ai mon commit qui existe par-dessus mes objets tree. Maintenant, il me faut encore créer ma référence master. Tout simplement, voilà, je stocke le SHA-1 de mon commit dans le fichier refs headmaster. Et bon, là, il s'avère que c'est inutile, mais je peux stocker, donc justement dire que mon head pointe vers master. Et voilà. Ce qui fait que je me retrouve avec exactement le même contenu que tout à l'heure. Pour petite information, ce graphe est généré avec GitDraw. Donc c'est un petit outil que vous pouvez trouver sur GitHub qui vous lancez en ligne de commande GitDraw à l'intérieur d'un repo Git et ça va vous générer les fichiers dot et ça va vous les transformer en PNG et avec Graphiz. Donc c'est très pratique pour s'amuser à regarder ce qu'il y a dans votre repo Git. Vous allez pouvoir voir comme ça. Alors évidemment, c'est pas à faire sur un repo qui a plus que 3 commits, parce que sinon, qui a plus que 5 fichiers, sinon vous allez le retrouver avec un graphe juste illisible. Non, mais voilà, pour essayer de comprendre un peu le fonctionnement interne de Git, ça peut être pratique. Alors après, par défaut, GitDraw vous affiche en plus le reflog, l'index, tout ça. Donc là, j'ai un peu épuré au fur et à mesure. Donc, si on regarde notre log, notre log de ce qu'on vient de créer, c'est bon, c'est cool, on a bien retrouvé ce qu'on voulait. C'est le truc de tout à l'heure. Donc j'ai bien mon commit 1C30 fait par moi à l'instant, enfin à l'instant maintenant plus trop, mais au début de la conf, avec mon message de commit et j'ai mes fichiers Devoxx, Hello World et empty. Si je regarde mon fichier Devoxx, j'ai bien le contenu que je voulais. Hello World, j'ai bien ce que je veux et empty, j'ai bien ce que je veux. Par contre,
Si je regarde mon working directory, bah, il est vide. Comparé à tout à l'heure, il reste toujours vide. Pour la simple et bonne raison qu'on a créé nos objets Git, enfin on a créé notre commit en ne touchant que la base Git. Donc on les a directement insérés dans Git. À aucun moment, le fichier hello world n'a existé dans mon espace utilisateur. Enfin dans mon dossier dans mon working directory. Donc là, maintenant, on va le faire redescendre pour vérifier qu'on est bon. Donc pour ça, je fais un petit reset. Alors, je ne vais pas vous faire une présentation sur reset. Hein. Voilà, donc je fais un reset hard pour en fait récupérer le contenu de mon commit dans mon index et dans mon working directory. Avec le hard, c'est ce que ça fait. Donc maintenant, je me retrouve vraiment avec tous mes fichiers, de nouveau, disponibles. Voilà. Donc j'ai refait du Git entièrement, sans jamais utiliser la moindre commande Git. Alors en fait, bon, là je ne vous ai pas tout montré. Il y a encore d'autres objets qui existent. Il y a aussi donc les tags. Les tags, c'est tout simplement comme les tags simples. C'est tout simplement comme une référence, comme le refs headmaster, sauf que c'est dans le dossier tags. Et pour ce qui est d'un tag annoté, c'est comme un commit. C'est tout simplement un objet qui va avoir object avec le SHA-1 de l'objet sur lequel il pointe, le type, le type de l'objet sur lequel ça pointe, pour la simple et bonne raison qu'un tag annoté, enfin ou un tag normal d'ailleurs, peut pointer sur absolument tout et n'importe quoi, pas forcément un commit. Par exemple, justement, le tag que j'ai affiché au tout début en intro, bah, il pointait vers absolument rien. Enfin, presque absolument rien. Il pointait vers un truc vide en tout cas. Et donc du coup, c'est juste voilà, donc le type, le SHA-1, et après vous avez tagger avec sous le même format que auteur et committer. Puis ensuite vous avez votre message de tag. Donc voilà pour les autres objets que vous pouvez avoir dans Git. Sinon, une autre chose aussi, c'est que si vous vous amusez là ce soir en rentrant, enfin bon, je pense que je suis seul à faire ça, mais c'est pas grave, à aller regarder dans votre dossier .git pour aller chercher vos SHA-1, etc. dans le dossier object. Si vous le faites sur votre repo sur lequel vous travaillez au quotidien, il y a des chances que vous ne les trouviez pas. Pour la simple et bonne raison que Git fait du packing. C'est-à-dire que régulièrement, hein, au lieu de garder 15 millions de fichiers dans des dossiers, il va un peu rassembler tout ça dans des fichiers pack et index qui va stocker donc pour faire de l'optimisation de volume. Pour la simple et bonne raison que zlib c'est plus efficace sur un gros fichier que sur plein de petits fichiers. Donc on va avoir du gain là-dessus. Et il fait aussi plein d'autres optimisations qui seraient un peu compliquées à expliquer, que je ne connais pas d'ailleurs en détail en vrai. Et donc voilà, donc, hein, ça va fonctionner pour les fichiers que vous avez travaillé sur lesquels, enfin les objets sur lesquels vous travaillez en ce moment. Mais pour tout ce qui est un peu plus historique, c'est mis dans les fichiers pack. Hein, donc vous étonnez pas si vous vous amusez à chercher de ne pas trouver. Du coup, hop, une petite conclusion. Tout simplement, voilà, le set prez, enfin ce script qui s'exécute tout simplement, vous pouvez le trouver sur mon compte Bitbucket. Alors j'ai mis sur Bitbucket et pas GitHub tout simplement parce que ça me permettait d'avoir un repo privé gratos. Voilà, j'en ferai peut-être un miroir sur GitHub. Vous avez ici mon Twitter, mon mail de dev et tout ça. Enfin, sur Twitter, je poste rien. Donc voilà, mais ça peut toujours être intéressant. Des fois, ça m'arrive de poster des trucs. Donc voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions par hasard. Il nous reste 5 minutes. Oui. Alors justement, je ne suis pas rentré dans l'index, mais l'index c'est tout simplement un fichier. Bon alors là du coup si je fais ça, voilà. Bon là je vais avoir un index vide. Enfin si je regarde ici dans mon repo courant, ici j'ai un fichier index et c'est là-dedans que c'est stocké. Donc alors c'est un espèce de tri qui est stocké dedans. En fait, donc c'est pour ça que je disais que quand j'ai fait un git add, c'était un peu faux. En vrai, hein, il va stocker les blobs, mais tous les objets tri sont stockés dans l'index. Donc là-dedans, voilà, il va avoir, c'est un format un peu plus compliqué aussi, mais c'est voilà, tout simplement un fichier texte aussi dans lequel il stocke les modifications.
Bah, tout simplement, en fait, il ajoute la signature dans le message du tag. J'ai jamais essayé en vrai, mais je crois que c'est ça normalement, enfin bêtement. Oui. Alors, une branche n'est pas en mode detached. Enfin, si nous on est en detach head, en fait, tout simplement à ce moment-là, ça va être justement le cas un peu particulier, où le head, au lieu d'être sous la forme ref refs heads et ensuite le nom de la branche, il va être tout simplement comme le refs head master, ça va être tout simplement directement de SHA-1. Donc c'est dans le cas où vous êtes détaché, en fait, le head pointe directement sur le commit. Il n'y a pas de branche intermédiaire. Donc en fait, tout simplement, le head, il sert à juste dire le commit sur lequel on est, et potentiellement via une indirection qui est la branche, qui du coup à ce moment-là devient la branche courante. Vous pouvez d'ailleurs, en vrai, faire des références qui sont elles-mêmes des liens symboliques comme le head. Donc vous pouvez créer, en fait, vous pouvez stocker dans le fichier master ref refs heads et puis ma branche. Et comme ça, master est un lien vers la branche ma branche. Ça peut paraître un peu tordu comme ça, mais par exemple, un cas d'utilisation, vous savez jamais, vos développeurs suivent pas tellement et la dernière release courante, vous savez pas forcément laquelle c'est. Donc il sait pas quand il doit travailler, ah tiens, est-ce que je dois travailler sur... il sait pas que ça a été réalisé. Donc vous avez une branche release slash 1.0 et une branche release slash 2.0. Et il sait pas du coup laquelle est la dernière entre les deux, est-ce que l'autre a été réalisé ou pas, enfin ce genre de choses. Vous pouvez faire tout simplement un release slash current qui pointe vers la 1 ou vers la 2. Et comme ça, vous avez juste à switcher cette référence et c'est mis à jour. Et comme ça, lui, quand on lui dit travaille sur la branche de release courante, pouf, lui, il fait juste release slash current et c'est la bonne branche. Ça peut être un moyen. Enfin, moi, c'est le seul cas d'utilisation que je vois à peu près. Alors, quand on va pusher, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il va prendre justement tous nos blobs, nos tris, etc. Et il va aller, enfin tous ceux qu'on possède chez nous, mais qui ne sont pas sur le repo distant, il va aller les poser là-bas. Et ensuite, ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire pointer, donc dans le dossier refs, on a remote et ensuite le nom du remote, donc refs remote origin. Et ben là, il va mettre à jour un fichier master, exactement comme le refs heads master, qui va pointer vers le commit qui est sur lequel master pointe sur le repo d'origine. Donc en fait, justement, quand il va pusher, réellement, il va faire un pack de tous nos trucs et il va les envoyer directement. Oui. Alors oui, en fait, au départ, je voulais le faire avec 2 commits pour pouvoir avoir ce côté-là, mais ça commençait à être un peu trop long à ce moment-là. Donc tout simplement, là, le commit parent, dans le commit, juste après le tree, vous pouvez avoir autant de lignes de parents qu'il y a de parents pour le commit. Donc le commit initial, celui qu'on a, il a juste aucune ligne parent. Un commit classique, il va avoir un parent. Et un commit de merge va avoir 2 ou X parents quand on fait un octopus merge. Pareil, je ne vois pas trop quand on se fait ce genre de choses, mais c'est possible. Oui. Non. Non, non. Là, en fait, on vient de voir, il a vraiment stocké que directement les contenus. Après, il va recalculer le diff entre chaque commit. Alors, enfin, je dis ça comme ça, mais en fait, justement, dans les packs, concrètement, il va essayer d'optimiser en faisant des heuristiques pour calculer les diffs, etc. Et de stocker un peu moins. Mais sinon, tel quel, par défaut, quand vous créez un nouveau commit, à aucun moment il a stocké un diff. Il a vraiment stocké que les contenus. Il a pris les fichiers, il a pris le blob, il l'a mis directement. Il a pris les trees, il les a mis directement. Et donc du coup, si votre fichier change, par exemple si mon hello world, j'enlève le point d'exclamation à la fin, ça va être un nouveau blob, et ça va être un nouveau tree qui va pointer vers ce blob, et un nouveau commit qui va pointer vers ce tree. Et à aucun moment il aura stocké la différence entre les deux. Donc il a vraiment stocké hello world point d'exclamation et hello world tout court. C'est dans 2 trucs différents. Il reste 15 secondes. Tout à fait. En fait, vous allez avoir la problématique avec les gros fichiers. Bon, bah, c'est fini normalement. Bon, je termine rapidement cette question. Les gros fichiers, vous allez avoir la problématique justement si en plus ils changent
Si vous le stockez qu'une seule fois, au moins il est là, mais par contre il va prendre la taille. Donc si vous mettez une vidéo d'1 giga, même avec compressée avec zlib, elle va éventuellement peut-être diminuer un petit peu, mais pas trop. Donc vous avez votre 1 giga dans votre repo. Donc c'est pas cool, vous allez vous trimballer avec ça. Le truc c'est que vos vidéos, vous changez un octet, vous allez restocker 1 giga. Donc bon, c'est pas génial non plus. Donc c'est ça, c'était une des grosses problématiques dont ça a été discuté à la Gitmerge l'année dernière. Et donc du coup, GitHub a sorti GitLFS, hein, donc pour Large File Storage, qui vous permet en fait de créer une espèce d'indirection vers un espèce de mini CDN, dont vous référencez le truc. Donc en fait, lui, il va, au lieu de stocker directement le blob du fichier, il va aller uploader le fichier sur le CDN. Il va calculer le chemin vers ce CDN et il va stocker juste un petit fichier qui va lui dire moi je suis une référence vers ce fichier dans le CDN. Comme ça au moins localement, le repo Git en lui-même il pèse plus rien et par contre après il faut accéder au CDN et quand vous allez faire checkout, il va lire le fichier, il va dire ah tiens ça c'est en fait une référence vers le contenu du CDN, il va télécharger depuis le CDN. Hein, donc vous pouvez regarder GitLFS. Oui, vous pouvez préciser par type de fichier. Ouais. En fait, vous avez une config pour lui dire tous les fichiers .avi ou .mkv, ce genre de choses, monte-les dans GitLFS. Ouais, qui était, en fait GitLFS, enfin GitAnnex pardon, qui faisait ça avant GitLFS. Et il y avait aussi Atlassian qui avait commencé à vouloir lancer son truc, mais je crois que je sais pas où ça en est pour là-dessus. Bon, merci à tous.